Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dans le cadre des JEDS, des Journées européennes des droits en santé. On a fait plein d'animations avec France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine au cours de la semaine et aujourd'hui on se retrouve pour un webinaire sur le droit à l'intimité et le respect de la confidentialité en santé. Dans un premier temps, Maëlys Dubasque va poser le cadre de la réponse soignante à ce droit des patients. Ensuite, dans un second temps, Sabine Soileux proposera des cas concrets, dits cas pratiques sous forme d'exercice afin de répondre à différentes problématiques. Et enfin, Alexis Viervial répondra à la question suivante: de l'hôpital au domicile, quels sont les enjeux? Voilà pour la petite introduction de webinaire. Peut-être que vous pouvez en dire un peu plus sur vous avant que qu'on lance les festivités. Alors, puisque je suis la première à intervenir, je me présente. Je suis le docteur Maëlys Dubasque, médecin retraité, et également docteur en philosophie pratique et éthique médicale. Et je pense que c'est un petit peu à ce titre que j'ai été contactée pour intervenir et participer à vos échanges. Bonjour, je suis Sabine Soileux, association Famille Rurale en Gironde, et je suis représentante des usagers et j'animerai des ateliers, en fait, des exercices sur lesquels on exercera justement nos ménages sur ces droits des usagers qui vont être évoqués à propos de l'intimité et de la confidentialité. Bonjour à tous, à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Donc, je suis un habitué des webinaires Nouvelle-Aquitaine et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une sorte d'ouverture du sujet après les interventions de mes deux brillantes prédécesseuses. Voilà. Je voulais tout d'abord remercier l'équipe donc de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine qui m'a fait l'honneur de m'inviter à partager votre réflexion, ainsi que l'espace régional éthique de Nouvelle-Aquitaine dont je suis membre et qui nous a mis en relation et œuvre pour le développement et le maintien d'une éthique dans le soin. Il semble donc utile de préciser à quelle valeur déontologique et éthique les droits proclamés dans cet article 6 de la Charte européenne des droits des patients font référence, ainsi que les relations qu'elles entretiennent. En son temps, Hippocrate, souhaitant ouvrir l'enseignement de la médecine au-delà des familles de médecins, établit des règles de morale d'une coexistence entre pairs, sécurisant le respect et l'entretien des médecins formateurs. Ces règles morales parlaient finalement très peu du malade, contrairement à la rédaction actuelle des serments prononcés en fin d'études par les médecins. Dans le serment d'origine, donc, seules deux injonctions concernent directement la personne soignée, avec cependant un préalable de loyauté de la part du médecin. L'interdiction de donner volontairement la mort et le secret: je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir. Cette règle impérative recouvre précisément l'article que vous allez travailler en atelier aujourd'hui. Il fait référence à l'intimité, lieu le plus secret du corps, mais aussi de l'esprit, et à la confidentialité, réalisation pratique de l'engagement moral pris dans la promesse du secret. Nous allons donc envisager un droit des patients, issu d'une valeur informelle, l'estime de soi ou sentiment de dignité, et un devoir pour les professionnels de santé, la promesse implicite. Nous verrons également que ces droits et ces devoirs décrivent une vulnérabilité commune en miroir. La déontologie, nous le voyons sur ce schéma, est associée à la morale, celle des règles morales présidant à l'exercice des professionnels de santé et accompagnants. Le mot moral est dérivé du mot latin moralem, qui est la connaissance des bonnes mœurs. L'éthique est son équivalent grec. Aristote décrit une nouvelle matière philosophique tournée vers l'action pratique, l'éthique donc, application aux situations singulières des règles générales et conduite vers une manière d'agir sage et prudente. L'éthique répond donc davantage à la question comment vivre, en particulier face à des situations inédites et complexes, ce qui est fréquemment le cas en matière de santé. Nous voyons que ces deux termes, éthique et morale, en réalité similaires à l'origine, semblent décrire aujourd'hui des domaines sensiblement différents, dont l'imbrication naturelle peut entraîner une certaine confusion. Finalement, dans la relation de soins, de quoi est-il question? De morale ou d'éthique?
Paul Ricoeur, très proche du monde médical, a proposé une clarification des usages des deux termes. L'éthique est une visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Bien que banalisée par sa répétition, cette analyse apparaît d'une grande pertinence. Je reprends une autre partie de la phrase de Ricoeur, avec et pour autrui. Aborder la notion du secret, de l'intimité et de la confidentialité permet de souligner deux éléments d'importance. L'éthique, déclinaison pratique d'une morale déontologique, ne vient pas de nulle part, nous l'avons vu, mais elle se charge au fil des siècles de la notion d'altérité dont la puissance tragique saute aux yeux des nations lors du procès de Nuremberg en 1947, qui aura nécessité préalablement de définir ce qu'est l'humanité d'un être humain. Ce procès est suivi par la promulgation du Code de Nuremberg qui régit la recherche médicale, puis la Déclaration universelle des droits de l'homme qui introduit en 1948, et pour la première fois dans les textes internationaux, la notion fondamentale et fondatrice de dignité intrinsèque de l'être humain. Depuis ce moment, dans le domaine de la recherche, des innovations thérapeutiques et de la relation de soins, les textes, déclarations, rapports et conventions n'ont cessé de proclamer et de réaffirmer cette dignité que la loi peine pourtant à définir, si ce n'est comme un droit à la dignité, inviolable et opposable au tiers. Ricoeur s'attache pour sa part et avec détermination à la nécessité d'une protection de l'intime qu'il associe à l'estime de soi dans la relation de soins. Dans une période où la médecine triomphait enfin, lui semblait-il, de son impuissance, nous voyons aujourd'hui les limites de cette conviction, elle a plus tourné ses regards vers les maladies que vers les malades, oublieuses de leur humanité par passion du savoir. Elle a ainsi fait des progrès fulgurants, formidables sur le plan scientifique et thérapeutique, et souvent perdu le lien en matière de relations. Pourtant, la déontologie est là pour nous rappeler notre engagement, juré dans le serment et la promesse faite de le respecter. Aujourd'hui, dans le Code de déontologie, l'article 4 nous dit « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. » Le Code pénal ajoute dans les articles que je vous cite ici la définition des professions soumises au secret professionnel et les sanctions liées à sa violation. Enfin, le Code de santé publique précise, également dans l'article que je vous mets sur cette diapo, que toutes les personnes prises en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un service de santé, et là on voit que les choses s'élargissent, a le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Et on touche du doigt dans cette multiplicité des intervenants cités à quel point il va devenir difficile de garder un secret. Nous le voyons, le secret professionnel dans la santé ne s'applique donc plus aux seuls médecins, mais s'étend à d'autres professions qui interviennent pour le même patient, sur un même lieu ou pas. L'exercice en pluridisciplinarité qui est la pratique actuelle complexifie considérablement le secret. Le secret médical demeure dans sa spécificité, mais dans l'exercice, il est plutôt fait appel au secret professionnel dont nous allons voir maintenant les contours. Par définition, un secret ne se partage pas. Pourtant, les nouvelles modalités d'exercice en équipe pluriprofessionnelle et la spécialisation des disciplines dans une même catégorie rendent très difficile l'absence de partage des informations dans le cadre d'une performance de la prise en soin. Dans cette optique, notons l'assimilation des équipes bénévoles d'accompagnement à l'équipe des soins, d'une manière tout à fait légale. Ainsi, il n'est plus évoqué le secret partagé, mais la transmission d'informations qui sera tacitement acceptée par le patient ou le résident à l'intérieur de l'équipe de proximité définie. Cependant, toute communication à l'extérieur de cette équipe est soumise à l'accord de la personne concernée. Cette obligation
paraît assez systématiquement négligé ou même ignoré et de surcroît semble à beaucoup très inadapté aux personnes dont les capacités cognitives sont altérées. La loi nous dit encore que seules les informations strictement nécessaires peuvent faire l'objet de transmission. L'imprécision concernant le contenu de ce qui peut être transmis crée une insécurité manifeste pour les acteurs, un aléa pour les patients et les résidents. Pourtant, le flou généré par cette expression est tout à fait volontaire de la part du législateur. Cela permet en effet des adaptations aux situations et aux spécialités, sollicitant alors les capacités de réflexion éthique des professionnels et favorisant la place du récit des personnes et de leurs désirs concernant le contenu de ces transmissions. Il est important de préciser ce qui se joue au niveau de la confidentialité. La garantie du secret, nous dit Louis René, est un des éléments de la confiance des malades dans leurs médecins. Il renvoyait en cela vers la globalité du secret, tel qu'exigé dans les articles du Code. Cependant, ce domaine très particulier de la confidentialité évoque précisément le cadre de la confiance dans lequel se déroule la relation thérapeutique et d'accompagnement. Cette promesse est implicitement faite par les acteurs. Le simple fait de mettre une blouse et de montrer qu'on est un soignant, c'est déjà cette promesse-là. C'est donc bien l'universalité de la notion de secret dans le soin qui confirme la possibilité éthique de la confidence singulière. Notons également que la confidence ne peut être confondue avec l'injonction, qui nierait le droit de retrait du professionnel. La nouvelle difficulté surgit de manière évidente à ce niveau, nous conduisant à envisager en dernière partie les limites de ce rapport entre éthique et morale déontologique. Je l'évoquais à l'instant, le temps de disponibilité semble fondamental pour la confirmation de la promesse du secret et la possibilité d'accorder sa confiance jusqu'à la confidence. La Ligue contre le cancer a obtenu la consécration de ce temps dans le cadre de la consultation d'annonces afin de mettre un terme à ces annonces de maladies graves et de thérapeutiques lourdes faites à la va-vite, parfois même au téléphone. La reprise des informations dans un second temps tient compte précisément de la nécessité d'une temporalité spécifique des processus de compréhension, même si nous sommes là souvent dans une situation de secret partagé, entre guillemets, du fait de la présence de la famille ou de la personne de confiance et encore d'un acteur non médical. En dehors de ces consultations d'annonces en cancérologie, différentes spécialités, je pense en particulier à la neurologie, tentent de pratiquer de cette façon pour des annonces de pathologies sévères. L'inconvénient majeur réside dans sa durée et le vide de gestes techniques. D'une certaine manière, sur le plan gestionnaire, ce temps est dénué de rentabilité et donc marginalisé. Cette situation pénalise les patients qui peinent à trouver un temps réel de confidence, y compris dans des situations tragiques. Enfin, la numérisation des examens, des résultats, des dossiers, la dématérialisation des supports rend la situation encore plus complexe. Les spécialistes eux-mêmes du numérique s'accordent à dire que rien ne garantit réellement la confidentialité des informations numérisées, pas plus en termes de conservation dans les big data et les plateformes que dans leur accessibilité à l'intérieur des institutions. Le secret, principe déontologique, et la confidentialité, application éthique, semblent finalement se dissoudre dans le support numérique avec le consentement des patients et des professionnels. Plus que de consentement, d'ailleurs, il vaudrait mieux parler d'assentiment, par impuissance à fonctionner autrement, à l'image de tout ce que nous acceptons sur nos smartphones pour pouvoir accéder à certaines informations. Sans doute, et je conclus ainsi, est-ce l'honneur des associations de patients de lutter contre cette menace qui pèse sur le secret et pour une revendication légitime de la confidentialité. L'évolution actuelle, j'en suis sûre, n'est pas inéluctable et nécessite une vigilance constante, compétente et déterminée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Entendu. Merci beaucoup pour cette présentation très riche en informations. Et nous allons pouvoir passer à la suite. Du coup, j'invite Sabine Soileux à nous rejoindre et à remettre sa caméra. Ça va être à vous de jouer. Et c'est parti.
L'éclairage précis des notions d'intimité et de confidentialité apportées par Maëlys Dubasc va nous permettre de poursuivre ensemble la gymnastique ludique de nos neurones en nous impliquant dans une analyse de courtes situations vécues. Et donc, je propose à ce qu'on lance tout de suite la première situation pour voir ce qu'il en est et pour voir comment est-ce que vous allez vous impliquer en termes de réponse et faire votre gymnastique ludique de neurones. En fait, voici une situation où Loulou, hospitalisé depuis 2 semaines, ne supportait plus que tout le staff médical, environ une dizaine de personnes, rentre en troupeau pour l'examiner. Je n'osais pas leur dire à tous de sortir et que seul le médecin pouvait rester. J'avais peur de passer pour un emmerdeur. Alors, ce qui vous est proposé là, c'est d'indiquer dans le chat, en un mot, le droit qui vous semble être remis en cause ici dans cette situation. Comment cette situation-là vous parle voilà. Vous indiquez ces éléments-là dans votre chat de manière à faire naître en fait un nuage de droit qui va s'afficher là sur votre écran. Effectivement, la chambre d'hôpital est certes un lieu de soins, mais elle est considérée comme un lieu privé, domicile privé. Je vois que dans le chat, vous avez indiqué, dans le nuage de mots, vous avez indiqué domicile. Et je renvoie à l'article 9 dont Maëlys Dubasc a déjà parlé, du Code civil, qui vient préciser cet élément auquel on peut ajouter le Code de santé publique dans son article L 1110-4 et R 1112-62. Et que cette information a à figurer dans le livret d'accueil qui est remis à toute personne hospitalisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là, dans la situation vécue par Loulou? Premièrement, que le passage des soignants, donc ici le staff médical, doit avoir requis de la part de Loulou son accord pour son examen ce jour-là, et que cet accord est à renouveler chaque fois qu'il y a cette consultation. Cet accord est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit d'un enseignement clinique. Qu'est-ce que cela signifie également? Cela signifie que lorsque on requiert l'accord de Loulou, en fait, on respecte aussi sa volonté. C'est le principe déontologique. Je cite ici, le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. C'est rappelé dans le Code de santé publique, article R 4127-36. Et rappelons qu'il s'agit aussi d'un critère de certification 1.1-03, critère impératif qui vient spécifier que le patient exprime son consentement sur son projet de soins et les modalités. Donc, dans le cas où Loulou, qui n'ose pas dire et qui a peur de passer pour un emmerdeur, nous pouvons aussi nous rappeler le principe du respect des doléances, sans jugement de valeur. Écouter l'usager qui est libre de refuser. Outre ce passage des soignants, on a ici un deuxième point qui est soulevé, que vous avez indiqué dans ce nuage de droit, c'est-à-dire le terme intimité. Alors, le respect de l'intimité de la personne. Ce respect, il doit être préservé et protégé à tout moment du séjour hospitalier. C'est un critère aussi impératif de la certification 1.2-01 qui indique que le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. Donc, vous savez, pour certains d'entre vous qui êtes de l'autre côté de l'écran et que je ne vois pas, vous intervenez dans les commissions des usagers.
Donc, la commission des usagers, c'est celle qui évalue le réel respect des droits des usagers au travers des expériences vécues et exprimées. Donc, avec cette situation liée à Loulou, vous voyez directement comment vous pouvez porter cette situation en commission des usagers, demander à ce qu'une réflexion soit menée et que des actions voient le jour. Avec cette première situation, on va pouvoir passer à la situation suivante. Il s'agit ici de Lucie. Lucie n'en peut plus. Voilà que depuis 4 nuits, elle est réveillée systématiquement par l'infirmière de nuit qui entre dans la chambre en pointant la lumière directement pour voir si tout va bien. À cela s'ajoute qu'une fois la porte refermée, l'infirmière discute dans le couloir. Lucie aurait même entendu des éléments à propos de la chambre voisine où Monsieur Martin, que Lucie ne connaît pas, n'en avait plus pour longtemps à cause de l'infection carabinée de... Alors, de la même manière que tout à l'heure, je vous propose d'indiquer dans le chat les droits qui peuvent être visés dans cette situation de manière à créer un nuage de droits. Alors, effectivement, qu'est-ce qui est en cause dans cette situation? Effectivement, comme vous l'indiquez, il s'agit bien d'une qualité de la prise en charge de Lucie, notamment le sommeil, la discrétion, je rassemble ce que vous avez indiqué, qui est remise ici en cause. Il est vrai que la discrétion, en fait, des équipes de nuit et le comportement quant au respect du sommeil des patients est une obligation professionnelle et une exigence fondamentale. C'est repris dans la charte de la personne hospitalisée, avec l'expression indiquée dans cette charte circulaire du 6 mai 1995 de préservation de la tranquillité du patient. Vous indiquez également comme terme ici la confidentialité au centre même du nuage de droit. Eh bien, la confidentialité, oui, la confidentialité tournée vers son voisin de chambre, Monsieur Martin, parce que la confidentialité est un droit des usagers qui est reconnu et repris dans de nombreux textes légaux. Tout à l'heure, on a entendu Maëlys du Basque en parler à propos du code de déontologie. C'est repris dans la charte, c'est repris également au travers des 2 lois que vous connaissez, loi du 2 janvier et du 4 mars 2002. Donc, ce secret professionnel, d'ailleurs, est très encadré juridiquement. Et vous avez pu aussi en saisir toute l'ampleur lors de la journée du mardi 27 avril de l'information médicale à l'information en santé grâce à l'intervention d'Anne Souleliac à propos du secret et de l'information médicale. J'indique aussi ici qu'il y a un guide de l'animateur de la Haute Autorité de Santé de 2012 intitulé « La mise en œuvre de la cartographie des risques de maltraitance » et qui note l'atteinte au respect de la confidentialité, dans cette rubrique-là, 2 points, je cite, « l'inadaptation du lieu en rapport aux échanges professionnels, l'échange dans le couloir, cartographie des risques de maltraitance ». Le critère de certification 1.2-05 qui cible en tant que critère standard la confidentialité des informations est écrit comme suit: le patient bénéficie du respect de la confidentialité des informations le concernant. Donc, vous êtes en commission des usagers. La commission des usagers permet d'orienter les processus de gestion de qualité de l'établissement. Eh bien, vous ciblez directement quelles sont les actions que vous allez pouvoir demander en ce sens, notamment des actions liées à l'amélioration globale comportementale du personnel, mais aussi à la mise en place d'actions appropriées
comme le respect, comme le sommeil des patients, s'intéresser sur la qualité de cette prise en charge, l'enjeu majeur, l'interrogation en comité d'éthique sur ces questions en termes de responsabilité. Une courte situation suivante. En raison du contexte sanitaire, René ne peut pas rendre visite à sa femme Josiane que virtuellement, en visio. Il constate, elle n'est jamais habillée, elle me semble mal entretenue. On dirait que Josiane porte un pyjama papier de l'hôpital déchiré. Elle est découverte sur la poitrine. Pour cette situation, eh bien voilà, vous avez un quiz auquel vous allez pouvoir répondre, voire jouer avec des questions qui vous sont proposées. Je vous laisse répondre à ce quiz. Donc, effectivement, dans cette situation de René et de Josiane, il s'agit effectivement d'un problème de prise en charge où la dignité, oui, de la personne suppose le respect de son intimité. Quand nous retrouvons ce critère dans le manuel de certification 1.2-01 comme critère impératif, tout est dit. Il est indiqué, le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. Tout à l'heure, vous avez entendu que effectivement l'intimité a trait au corps humain et relève d'un ressenti personnel, physique, moral et psychologique. La dignité de la personne suppose nécessairement le respect de l'intimité physique qui s'impose aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Vous retrouvez les éléments au niveau du sanitaire dans l'article L 1110.2 du Code de santé publique. Des éléments sont repris dans la charte de la personne hospitalisée à l'article 8 qui indique la personne hospitalisée est traitée avec égard, son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. La charte des droits et des libertés de la personne accueillie, article 12, qui note hors la nécessité de la relation de prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité est préservé. Il y a également le Code de l'action sociale et des familles dans l'article L 311-3 qui stipule l'exercice des droits et des libertés individuelles et garantit à toute personne prise en charge par des établissements et des services sociaux et médico-sociaux lui est plus particulièrement assuré le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. Ces éléments sont également repris et figurent dans la loi du 2 janvier 2002. Donc, respecter l'usager est considéré comme un être à part entière, un citoyen doté de droits. Respecter l'intimité en protégeant la pudeur, en préservant sa relation avec ses proches. René ici, qui la voit en visio. La chemise de Josiane doit donc être adaptée et respecter sa dignité. Je renvoie vers les deux guides qui ont été précédemment cités et qui listent dans les risques de maltraitance l'atteinte à la dignité et à l'intimité. Donc, la cartographie des risques de maltraitance, Haute Autorité de Santé 2012. Et l'autre guide s'appelle Outils et méthodes, guide de gestion des risques de maltraitance, ministère de la Santé et de la Solidarité.
Au problème vécu par Josiane et René, il y a bien une interrogation à avoir aussi sur la qualité des soins, en faisant un lien directement avec l'hygiène corporelle. Est-ce que Josiane pouvait refuser l'hygiène corporelle? Le Code de santé publique il pose l'obligation d'hygiène, article R 1112-52 du Code de santé publique. Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé une stricte hygiène corporelle. Il appartient à l'établissement de l'inscrire dans le règlement intérieur et dans le livret d'accueil. Donc, effectivement, Josiane ne pouvait pas refuser cette hygiène. Une question demeure quand même, parce que René constate l'état de sa femme parce qu'il lui téléphone par visio. Il n'a pas d'autre information sur l'état de sa femme, état psychologique de sa femme peut-être. On va pouvoir passer à la situation numéro 4. Hector attend dans le couloir, patiemment qu'on le prenne en charge. Mais il ne s'ennuie pas. Le va-et-vient des professionnels sur l'écran d'un ordinateur me permet de suivre le flux des informations lues ou échangées et ou retranscrites dans cette belle pratique petite boîte. Eh bien, qu'évoque pour vous cette situation? Comme la précédente, vous allez avoir un quiz sur lequel vous allez pouvoir participer. Dans cette situation, effectivement, est en cause la qualité de la prise en charge. Et dans cette qualité de prise en charge, on a deux niveaux. Celle liée à l'attente et celle, effectivement, liée à une installation inappropriée. Et la qualité de la prise en charge recouvre celle de l'information médicale. Le secret médical est un principe de protection du patient, de sa relation avec les médecins, le médecin, et la loi fait obligation à tout professionnel intervenant dans le système de santé de garder le secret professionnel. Rappel du Code de déontologie dans son article 4. Dans la situation d'Hector, il est installé de manière inappropriée. Il entend des éléments liés à de la confidentialité. Le respect de la confidentialité est le corollaire du droit inhérent de la personne à la dignité et à l'intimité. La confidentialité des informations qui concernent l'usager se rattache au respect de sa vie privée et de son intimité, garantie par la Convention européenne des droits de l'homme, article 8-1, et réaffirmée dans le critère de certification 1.2-05, mais aussi dans l'article 9 du Code civil. Rappelons-nous tout à l'heure, dans l'affaire de Lucie, dans le cas de Lucie, on avait cité la référence à la cartographie des risques de maltraitance, guide HAS 2012, où l'inadaptation du lieu en rapport avec l'échange professionnel, soit le couloir, ainsi que le défaut de discrétion des échanges professionnels, comme les conversations des soignants au moment de soins, est noté comme une atteinte au respect de la confidentialité. Ainsi, là, on se rend compte aussi que la confidentialité n'est pas seulement une affaire des professionnels, elle est aussi de la responsabilité de l'établissement, de la responsabilité de son représentant légal, le directeur, qui a à mettre tout en œuvre
pour que cette confidentialité soit respectée. Et donc, dans la situation d'Hector, aménager les locaux pour pouvoir permettre une meilleure circulation liée aux règles des dossiers. Les écrans d'ordinateur qui se trouvent dans les couloirs n'ont pas à être visibles des personnes étrangères au service. Donc, lorsque nous sommes dans nos commissions des usagers, qui permet cette orientation en fait du processus de gestion de qualité de l'établissement, eh bien, nos actions, elles vont pointer des demandes d'amélioration architecturale, organisationnelle, pour le respect de la confidentialité. La configuration des lieux, des aménagements, salles d'attente, bureaux itinérants, pour protéger justement l'anonymat des patients, pour protéger cette confidentialité. Et peut-être même la possibilité de proposer une commission confidentialité permettant le rappel de celle-ci, l'évaluation de celle-ci et le suivi de bonnes pratiques à propos. Une dernière situation qui est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le prénom de mon petit cas, situation 5, a bougé. En fait, le mari de Brigitte rentre à la maison après une semaine d'hospitalisation. Et donc, ils vont pouvoir se retrouver grâce à la formule « l'hôpital à la maison ». Ils ont été d'accord pour cet hôpital à la maison. Qu'est-ce qu'il en pense, Alexis? Alexis Vervial. Je voulais remercier Sabine pour les cas pratiques qui sont extrêmement éclairants et on voit en fait que pour faire un lien entre la première et la deuxième présentation, que en fait l'éthique, elle s'inscrit vraiment aussi dans une pratique du quotidien et ça fait du bien d'avoir finalement des cas comme ça du quotidien qui nous permettent de nous poser un questionnement éthique. Et donc moi je vais enchaîner parce que je vais vous parler en fait des changements que subit le système de santé en ce moment. Je vois deux grands changements aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le développement des prises en charge ambulatoires. Vous savez que l'organisation classique des prises en soins dans les établissements de santé se faisait de ce qu'on appelle une hospitalisation complète. Vous arriviez le lundi, vous pratiquiez l'admission. Puis ensuite, par exemple, pour une intervention chirurgicale, vous aviez l'intervention le matin même ou le lendemain. Puis ensuite, vous restiez à l'hôpital pour votre convalescence et enfin, vous sortiez. Ça, c'était le modèle de l'hospitalisation complète qui existe encore, évidemment, pour des opérations lourdes, mais il y a une volonté politique majeure de développer une prise en charge ambulatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, pour une chirurgie, toutes les phases que je vous ai décrites précédemment, admission, intervention, convalescence, sortie, peuvent être faites dans la même journée, en moins de 12 heures. C'est ça la définition notamment de la chirurgie ambulatoire. Et donc, qu'est-ce que ça change en termes, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est l'intimité et la confidentialité. Eh bien, toutes ces prises en charge, ça fait qu'on passe moins de temps à l'hôpital, c'est clair, on évite comme ça plus facilement les maladies nosocomiales, mais il y a un report, ce qu'on peut appeler un report des soins sur le domicile. Et c'est ce qu'on peut appeler notamment la médicalisation du domicile ou le fait que finalement, votre espace de vie devient un espace de soins. Et aujourd'hui en France, on a relativement peu pensé ça dans les politiques publiques, c'est-à-dire qu'on a relativement peu pensé que l'espace de vie, l'espace d'intimité, pour reprendre les termes de notre éthicienne et de notre formatrice, l'espace de vie, l'espace d'intimité se transforme en espace de soins. Oui, mais voilà. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait qu'il y ait des médicaments au milieu de ma table de salon? Qu'est-ce que ça fait que dans ma pièce de vie, dans ma pièce où je dors, il y ait parfois une oxygénothérapie qui fait du bruit la nuit? Qu'est-ce que ça fait
d'avoir parfois 6 à 10 intervenants qui viennent chez moi, à mon domicile, que mes voisins voient passer devant chez moi. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça interroge mon intimité et mon lieu de vie? Eh bien, aujourd'hui, on développe ces prises en charge à domicile. C'est une priorité politique. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on n'a pas encore beaucoup questionné de cette transformation de son espace, de son intimité en lieu de soins. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a une sorte d'angélisme. Tout le monde est d'accord avec cette question de l'espace de vie, et tout le monde est favorable, mais il me semble qu'il faudrait prendre un peu de recul et travailler sur cette thématique de l'impact sur ma personne, sur moi, individu, dans des soins, dans mon espace dit intime. Voilà. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la téléconsultation. La téléconsultation, vous savez qu'elle a explosé avec la Covid, mais en fait, on ne s'est pas tellement posé la question du changement relationnel que ça induisait de faire venir le praticien au domicile virtuellement. Et aujourd'hui, il y a un très bel article de chercheurs qui s'appelle « Faut-il adapter le code de la santé publique à la prise en charge en domicile ?» Et en fait, les droits des patients ont été inventés pour un patient qui se déplace sur un lieu de soins et pas sur un lieu de soins qui se déplace chez le patient. Et ça, c'est éthiquement, on a un vrai travail à faire, notamment pour intégrer la question des aidants, mais aussi pour intégrer la question de qu'est-ce que ça fait pour moi de faire venir les soins chez moi. Alors, sur la téléconsultation, un des problèmes qui peut ressortir, c'est la question de, finalement, quand vous venez avec votre conjoint pour une consultation à l'hôpital, ou avec votre famille, ou avec un proche, ou avec un aidant, ben, vous pouvez demander finalement dans la chambre, dans le lieu de consultation, quand il est avec vous, de sortir de la pièce si vous le souhaitez. Eh bien, comment faire? Donc ça, c'est dans un cabinet. Mais comment on fait en téléconsultation pour faire sortir quelqu'un de la pièce alors qu'on est chez soi? Comment on fait si le domicile ne permet pas le secret et le respect de l'intimité? Comment on fait quand il y a un logement de petite taille, avec des pièces exiguës, avec une absence de porte? Vous savez qu'il y a des logements sans porte, avec une absence d'endroit où s'isoler. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'impensés, et notamment avec cette pratique de la médecine à distance qu'est la télémédecine, où ça pose de nouvelles questions en matière de droits des patients. Ça pose de nouvelles questions en matière d'intimité. Ça pose de nouvelles questions en matière de respect de cette intimité. Voilà, donc je conclurai aussi pour rejoindre l'intervention de la praticienne en éthique, la première intervention sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention, on commence à faire baisser l'asymétrie entre le patient et son médecin, le patient et son professionnel de santé. Il y a une prise de conscience. Or, il y a un chercheur qui s'appelle Étienne Mainviel qui dit ça, il dit « Attention, on sort tout juste de l'asymétrie médecin-malade, ne nous rendons pas dans une autre asymétrie qui serait l'asymétrie patient-plateforme numérique. C'est-à-dire qu'on aurait tout pouvoir aux plateformes numériques et le patient serait finalement seulement fragile et seulement à donner ses données sans pouvoir contrôler la plateforme. Et donc, attention de ne pas passer d'une asymétrie médecin-malade à une asymétrie patient-plateforme. Voilà, donc je voulais insister là-dessus parce qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir aussi et que finalement, dans les données de santé, dans nos données de santé, il y a nos vies, il y a nos maladies, il y a notre historique médical et attention à ce que nous en faisons. Voilà, je conclurai là-dessus et bien sûr, je suis ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup. Alors justement, en parlant des questions, on va prévoir un petit temps de réponse aux dernières questions qu'on a pu poser dans le chat. Et j'invite Agathe à me partager les questions sur l'écran.
Toc, toc, toc. Diagnostic d'annonce n'est pas encore réalisé tel que défini dans de nombreux cas. Il n'est pas obligatoire de le faire dans cette manière. Il n'y a que pour le cancer, c'est l'association, la Ligue contre le cancer, qui a obtenu non seulement des financements pour ces consultations d'annonce, mais également le fait que c'est rentré dans une recommandation extrême. C'est pas une obligation, mais c'est une recommandation très vive. Et s'il y avait une procédure judiciaire, je ne suis pas sûre que les cancérologues qui n'auraient pas effectué des annonces dans les circonstances qui sont précisées par cette convention avec la Ligue contre le cancer ne seraient pas en difficulté devant une justice. Ça serait, à mon avis, cette recommandation leur serait opposable. Il n'empêche que ça ne touche que le cancer. Ça ne s'est jamais vraiment étendu aux autres disciplines. Alors, il y a des disciplines qui sont confrontées à des annonces très difficiles et qui ont essayé d'appliquer cette convention passée avec la Ligue contre le cancer dans leur propre pratique, parce qu'ils considéraient que c'était effectivement une nécessité de trouver à la fois de dégager du temps d'annonce, de le faire en présence et de le faire d'une manière à ce que ça puisse être repris une fois l'annonce faite par quelqu'un qui a entendu, qui est professionnel. Ça peut être une infirmière, ça peut être un psychologue ou une psychologue, mais quelqu'un qui va reprendre avec la personne et ou sa famille et ou la personne de confiance les informations qui ont été données, redécrire les procédés thérapeutiques qui vont être proposés, parler des angoisses et des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes après des annonces de ce type, etc., etc. Donc, il y a certaines spécialités ont essayé, hein, en particulier la neurologie, je crois, et puis aussi la néphrologie dans le cadre des insuffisances rénales qui vont amener à des traitements lourds ou encore des greffes, etc., se sont beaucoup penchés sur ces questions des conditions de l'annonce et du temps consacré à l'annonce. Mais encore une fois, les praticiens qui veulent introduire ce genre de pratique dans leur environnement sont confrontés au vide technique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas codifier ce temps. La Ligue contre le cancer a convenu des financements pour ça, mais les autres disciplines, à mon avis, enfin, que je sache, n'ont pas de financement spécifique pour ce temps d'annonce, et donc il va y avoir une difficulté peut-être à ce qu'elles puissent bénéficier du temps qui lui serait nécessaire. Comment lutter contre cet afflux d'informations, parfois erronées, qui se trouvent sur les réseaux sociaux? Je vais faire une réponse de vieille. Faut pas y aller. Je pense que la régulation de ce qui est dit sur les réseaux sociaux est extrêmement compliquée. Je ne l'ai pas dit, mais il y a une menace, je l'ai un peu suggéré, mais il y a une menace sur le secret qui est liée aux patients eux-mêmes. Il faut voir comment ils violent leur propre secret sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué, une fois qu'on a fait ce genre de geste, d'aller revendiquer que les autres contiennent un secret qui vous concerne. Je pense qu'il faut éduquer. Il faut éduquer dans l'usage des réseaux sociaux. Parce que il y a une exposition de soi, une façon d'être dans l'extime qui fait que l'intime n'a plus de sens. Toc, toc, toc. C'est la rentabilité des hôpitaux et les effets néfastes de la T2A. Alors j'imagine que c'est une remarque pour Alexis, si jamais vous voulez rebondir. Non, je voulais dire que j'étais assez d'accord avec Loïc. En fait, il y a eu, et c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune, ça fait plusieurs quinquennats qu'il y a voilà une volonté de rationalisation de l'hôpital public. Hein. Ça peut aller même parfois très loin. Ce qu'on appelle, il y a même eu une époque où on voulait aligner les tarifs du public sur les tarifs du privé pour atteindre de la performance. Et mais il n'y a pas que ça en fait. Hein. Il y a une densification aussi. Il y a une complexification des pathologies, il y a un vieillissement de la population et c'est tout cet effet combiné qui crée de la tension hospitalière. Mais je suis assez d'accord aussi avec ce constat sur la T2A. Alors, sceptique à la télémédecine, jusqu'où peut-on aller dans ce domaine? N'allons pas passer à côté de maladies graves. Toujours pour Alexis, j'imagine. Alors, en fait, ça, c'est assez passionnant comme question, Daniel Michel. En fait, on pourra probablement pas, mais c'est même sûr, on ne peut pas passer tous les actes
habituel du cabinet en télémédecine. La téléconsultation n'est pas la transposition totale pour tous les actes de ce qui se fait au cabinet. Et en ce sens, je suis d'accord avec le constat de Daniel Michel, on ne peut pas tout passer par téléconsultation. En revanche, sur certains cas, pour préparer une consultation complexe, pour renouveler certains traitements simples, pour évoquer, pourquoi pas même inventer des téléconsultations où on pourrait parler de prévention, où on pourrait parler de son mal-être, où on pourrait parler de difficultés dans son parcours de soins. Et je suis d'accord, on ne peut pas tout faire par téléconsultation parce que de toute façon, on a des consultations qui nécessitent un examen clinique, qui nécessitent une palpation, qui n'est pas faisable à distance. Donc, je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas tout faire. En revanche, dans certains cas, pour certains cas cliniques, pour certains renouvellements, pour certains certificats, etc., ça peut faciliter les choses dans le cadre, mais moi je trouve que c'est très important et il faut souvent le répéter, dans le cadre du physiciel. C'est quoi le physiciel? C'est un mélange de présentiel et de virtuel, de physique et de virtuel. Or, pour moi, une téléconsultation, elle s'inscrit dans un parcours de soins et si le patient n'est pas satisfait de sa téléconsultation et qu'il a d'autres questionnements, qu'il a besoin de rencontrer physiquement son praticien, le praticien doit pouvoir être en capacité de rencontrer en présentiel. La téléconsultation n'est juste, à mon avis, que quand elle s'inscrit dans le cadre d'un parcours de soins où on peut proposer des consultations physiques. Est-ce que je peux compléter, Alexis? Bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est que en tant que médecin, il y avait une espèce d'exercice de tous les sens dans une consultation. Alors, je vous parle sans doute d'une époque qui était moins technique, où l'examen clinique était très important, mais il n'empêche que, comme vous le disiez très justement, examiner est une dimension qui est importante. Mais je voudrais souligner que l'intimité du toucher déclenchait aussi une intimité de la confidence. C'est-à-dire que être dans une disponibilité du corps, à être en proximité du corps du patient, lui donnait aussi un message de présence et de disponibilité mentale, d'une réceptivité à ce qu'il était en train de vivre. Et ce que je crains beaucoup dans la téléconsultation, c'est qu'elle soit systématisée. C'est une façon, finalement, d'avoir un outil formidable, parce que ça a quand même beaucoup changé l'accès à des consultations très spécialisées. Par exemple, les plaies complexes en EHPAD, c'était très difficile d'avoir des rendez-vous chez les dermatologues, des rendez-vous physiques, et de plus en plus s'instaure la téléconsultation à distance, qui permet aux équipes qui s'occupent des personnes qui ont des gros problèmes cutanés en EHPAD d'avoir des réponses, et des réponses extrêmement pratiques et qui vont amener un grand confort pour le patient. Ça, c'est un outil qui, à ce moment-là, joue tout son rôle d'outil. Mais quand l'outil devient, pour des raisons économiques, une systématisation qui va dénaturer d'une certaine manière ce qui fait la chair du soin, je trouve que les patients ont à se battre à ce niveau et à défendre leur capacité d'avoir le droit d'accéder aux praticiens. J'en resterai là, mais je voulais dire à quel point c'est important cette proximité physique, parce qu'elle amène des informations au niveau de la sensorialité du praticien. Quand je vois un patient rentrer dans mon cabinet, je le vois se déplacer, je le vois s'installer sur ma table, je vois toutes ces difficultés. Et puis, il est dans un espace clos, confidentiel. Comment est-il à la maison quand il est dans une télétransmission avec moi? Alors, ça me fait penser, pour rebondir sur ce dernier point, qu'il faudrait probablement qu'on travaille collectivement, et les associations et les praticiens, sur comment déjà, puisque vous avez raison, la confidentialité finalement est assurée de facto dans le cabinet, comment finalement on prépare une téléconsultation
confidentielle et respectueuse de l'intimité. Peut-être que ça, c'est un chantier à travailler ensemble aussi avec les espaces éthiques, c'est comment est-ce que je garantis ma propre confidentialité dans le cas où je suis en téléconsultation ou dans le cas d'une téléconsultation. Ce serait peut-être un chantier à ouvrir. Et notamment s'assurer que je suis bien seul, s'assurer, se mettre en isolement dans une porte, etc., etc. Peut-on refuser une hospitalisation à domicile? Je pense qu'on peut refuser une hospitalisation à domicile, effectivement. Je pense que la personne qui est malade n'est pas forcément dans les conditions optimales pour opposer sa volonté. Je pense que souvent les proches sont mis dans une espèce d'injonction à assumer le rôle de soignant, et que ça, pour moi, dans mon exercice, ça m'a souvent posé des gros problèmes pour les couples âgés. Alors peut-être que j'avais tort, que ça ne me posait pas des problèmes pour des couples plus jeunes, mais pour des couples âgés, la complexité des assistances à la vie ou la complexité des éléments médicaux techniques mis en place à domicile, par exemple les nutritions artificielles, les respirateurs, les aspirateurs, pour des couples très âgés, ça peut être extrêmement angoissant. Vous parliez du bruit, Alexis, mais il y a aussi la technicité, la peur de mal faire, ce que ça amène d'invasion, comme vous le disiez, de l'intimité. La chaise garde-robe dans le salon, c'est peut-être pas génial non plus. Le salon où il y a le lit médicalisé parce qu'on n'a pas de place pour le mettre et conserver un lit pour le conjoint. Donc, on ne peut pas le mettre dans la chambre. Donc, on met le lit médicalisé dans le salon. Ce sont des modifications de l'intimité d'un couple, de l'intimité d'une personne, de la gestion du lieu de vie qui sont considérables et qui sont peu considérées. Parce que l'équipe arrive avec tout son désir de vouloir bien faire, tout son équipement technique, ses exigences d'hygiène. J'ai le souvenir dans une hospitalisation à domicile d'une équipe qui disait il faut ramener la dame à l'hôpital parce que le monsieur ne respecte rien. Alors j'essaye de voir en tant que médecin du réseau de soins palliatifs à domicile pourquoi le monsieur ne respecte rien. Eh bien, il y a des poils du chat dans le bol du petit déjeuner. Eh bien oui, il y a 3 chats dans cette maison. Et ces 3 chats, ils passent leur vie sur le lit de la personne en fin de vie. Et elle adore ça. C'est très compliqué d'intégrer un scénario de ce genre face à une équipe qui est imprégnée d'hygiène. Qu'est-ce qu'on cherche? La qualité de vie? Qu'est-ce qu'on cherche? Effectivement, un minimum d'hygiène. Mais est-ce qu'on cherche dans l'hospitalisation à domicile à imposer tout ce qui fait la réglementation de l'hôpital? Ou bien est-ce qu'on s'adapte finalement au contexte de vie de la personne qu'on ramène à domicile pour des questions d'économie? C'est pour ça que c'est aussi une question politique. C'est-à-dire que des objectifs de développement des prises en charge à domicile, certes, mais attention à ne pas pousser au tout domicile ou au tout téléconsultation et surtout, évaluons les impacts de ce que l'on fait. Et surtout, attention, comme vous dites, est-ce qu'on doit contraindre les personnes à des protocoles de nettoyage et de désinfection sur le domicile alors que ça reste un domicile? Je vous rejoins totalement sur c'est un questionnement tout à fait pertinent et qui est d'ailleurs pas toujours posé. Et donc, on a une vraie réflexion à avoir sur ces questions-là d'un point de vue global. Le pass vaccination n'est-il pas une atteinte à plusieurs droits fondamentaux de la personne? Je pense qu'effectivement, le pass vaccination, exactement comme il y a eu une question posée sur le dossier médical 100% numérique, etc., n'est-il pas une violation du secret, etc. Voilà, on est dans la même problématique. Est-ce que le fait d'avoir un document qui dit ce qu'on a fait alors qu'on a une liberté de choix, est-ce que la CNIL est d'accord avec ce pass vaccination? Est-ce que c'est une atteinte aux libertés de la personne ou pas? Ou est-ce que c'est au contraire une possibilité qui est ouverte à la personne? Eh bien, il y a une extrême ambiguïté sur le rôle de ces outils. On est toujours confronté au fait que l'outil, tout d'un coup, nous soumet ou nous libère.
Voilà, le dossier patient informatisé est-il 100% compatible avec l'éthique des professionnels du secteur sanitaire et social selon vous? Non, il n'est pas compatible. La preuve, c'est que la CNIL émet des réserves extraordinaires sur l'usage de cet outil. Ce n'est qu'un outil. Lorsqu'il s'impose sans aucune réflexion casuistique, c'est-à-dire au cas par cas, sur ce qu'il va donner et les conséquences, ce que vous soulignez tout à l'heure, Alexis, hein, les conséquences de l'action qui va être posée à partir de cet outil, eh bien, il faut vraiment se poser la question de l'éthique de son usage. J'en suis convaincue. Mais moi, je dirais aussi que à France Asso, quand même, on a beaucoup développé le soutien au numérique en santé. Pourquoi? Parce que on a aussi des difficultés. Vos données de santé, ce sont des petits îlots éparpillés. Vous avez des données de santé partout, un peu partout, dans le système d'information de votre médecin de ville, dans le système d'information de votre hôpital, dans un système d'information peut-être une fois d'un hôpital où vous avez été en vacances, dans un lieu où vous avez été en vacances et vous avez été pris en charge temporairement, et tous ces systèmes ne communiquent pas. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand même à la fin? Ça veut dire que celui qui vous prend en consultation, il n'a pas l'entièreté de votre historique médical. Faut pas oublier que ça quand même, ça peut créer des pertes de chance. Notamment si vous avez s'il y a eu une découverte de certains d'antécédents, j'en sais rien moi, une allergie ou autre, et que finalement vous n'avez pas l'entièreté de votre historique médical avec vous. Donc je suis d'accord qu'il y a un effet pervers à l'informatique, mais attention, ça peut aussi être un bénéfice grand dans le côté conservation de mon histoire médicale et conservation finalement de ce que j'ai vécu, et ce qui sont quand même des informations importantes pour la continuité des soins. Donc, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais en effet, il faut un vrai travail avec les praticiens, avec les cliniciens pour avoir des outils qui soient créés avec eux et avec les patients pour que ça soit les outils les plus éthiques possibles. Il faut se rendre compte que les patients ont peu de contrôle sur les contenus de ces supports dématérialisés. Et ça, à mon avis, c'est une atteinte à la liberté. L'impossibilité de savoir ce qui a vraiment été engrangé sur ces contenus, parce que les gens ont le droit de vouloir que certaines choses y figurent et d'autres pas. Et qu'ils ne sont jamais consultés pour savoir s'ils ne veulent pas. C'est rare qu'on les consulte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un droit à l'oubli pour le patient. Et en particulier, les associations de cancérologie se sont beaucoup battues pour le droit à l'oubli afin que certains organismes ne puissent pas avoir accès à des antécédents qui gêneraient les gens dans leurs initiatives de vie. Il me semble qu'on a une dernière question. Peut-on obliger un patient à se doucher même s'il n'a pas envie? Je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez parlé, d'un code de santé publique à inscrire dans le livret d'accueil. Pourriez-vous en reparler? Et je pense sans me tromper que cette question est pour Sabine. Oui, effectivement, la question liée à la toilette et à l'hygiène corporelle. Donc, le Code de santé publique qui pose l'obligation d'hygiène dans son article R 1112-52, où toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé une stricte hygiène corporelle. Et que ces éléments-là sont à inscrire à la fois dans le règlement intérieur, mais aussi dans le livret d'accueil, dans le contrat de séjour pour les établissements médico-sociaux, dans tout contrat d'engagement, en fait. Voilà, je ne sais pas, Alexis ou Maëlys, ce que vous pouvez rajouter sur cette question d'Isabelle Foulonneau. Si vous voulez bien, je vais parler du refus. Oui. Je vais parler du refus. Oui. Le droit au refus, il est quand même, c'est un grand droit du patient, le droit au refus. Même s'il a des injonctions d'acceptation, il a des droits au refus qui sont extrêmement précis. Il a le droit au refus des traitements, il a le droit au refus
d'être soigné contre son gré, il a le droit de refuser certaines thérapeutiques, il a le droit de refuser la persévérance des soins, il a beaucoup de droits. Et ce qui me frappait quand je faisais des formations de personnel dans des centres médico-sociaux, en particulier sur le refus, et alors refus de soins, mais aussi refus de toilette, refus de manger, toutes sortes de refus, refus de se lever, refus de sortir dehors, refus de rentrer, etc. Eh bien, le législateur, il dit pas grand-chose, Sabine, sur ces refus. Oui, mais pour ce qui est de l'hygiène corporelle, c'est quand même une obligation. Donc la question liée à la douche, c'est une obligation d'hygiène corporelle dans l'établissement. Dans un établissement, mais si on est chez soi. Ah, oui. Dans les centres médico-sociaux, les personnes âgées sont chez elles. Mm-hmm. Elles ne sont pas dans une institution, elles sont chez elles. Dans l'institution, dans leur chambre, elles sont chez elles. C'est leur domicile. Oui, c'est leur domicile. Donc, il y a ce code, en fait, cet article du Code de santé publique et ensuite le règlement intérieur de fonctionnement de l'établissement qui doit le spécifier. Ah, d'accord. Et il y a également, en fait, une spécificité ou une spécification, je ne sais pas comment dire, qui doit être notifiée dans le livret d'accueil et dans les contrats type contrat de séjour dans les établissements médico-sociaux. Auquel cas, si c'est pas notifié, eh bien, c'est quand même le texte de loi du Code de santé publique qui a à s'appliquer. Mais voilà, sur le terrain, on sait bien en fait comment les difficultés et les heurts et les sentiments d'être entre guillemets violés quand on nous oblige à prendre une douche même si on n'en a pas envie. Eh bien, je crois qu'on n'a plus de questions, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien suivi le chat. Merci beaucoup d'ailleurs pour les questions, il y en a eu plein, c'est super agréable d'avoir un chat aussi actif. Merci à eux. Alors, je vais reprendre la main pour faire une petite conclusion. Déjà, je tiens à remercier nos 3 intervenants au nom de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. C'était riche en informations et j'espère que les participants ont apprécié ce webinaire. Juste avant de vous quitter, pour rappel, donc on est dans le cadre de la semaine des Journées européennes des droits en santé. Et demain, nous proposons en partenariat avec Sud-Ouest et France Asso Santé toujours, un ultime webinaire, du coup, qui aura lieu de 14h à 16h sur la chaîne de TV7, donc chez Sud-Ouest. Ce sera en live notamment sur Facebook, mais pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec tout ça, on va également essayer de récupérer le replay pour le partager sur la chaîne YouTube de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc, le webinaire de demain aura pour sujet du droit à la réclamation au droit à l'indemnisation en cas d'accident médical en santé. Donc, il y aura plusieurs intervenants, notamment Nadine Joseph-Henry, qui est une juriste au centre hospitalier de Niort. Il y aura Patrick Charpentier, notre président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Marie-Annick Lambert, membre du bureau de France Asso Santé également. Et enfin, André Prévost, représentant des usagers de la commission conciliation et indemnisation à Poitiers. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire et peut-être un mot de la fin de la part de nos intervenants. Merci à tous. Voilà, impeccable. Merci, bravo à tous.